Bon, bonjour à tous. Merci d'être venus, nombreux, pour nous écouter. Je me présente, je m'appelle Arantxa Godefroy, je suis mandataire judiciaire à la protection des majeurs au CCAS de Châlons en Champagne depuis maintenant presque 11 ans. Donc, je suis diplômée assistante sociale et j'ai ensuite fait la formation de mandataire judiciaire parce que ce métier-là, on ne peut pas l'exercer si nous ne sommes pas titulaires d'un certificat national des compétences de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Nous allons tenter de vous expliquer les mesures de protection et les mesures alternatives. Bonjour à tous, donc moi je suis Charlotte Milon, je suis travailleuse sociale au sein du CCAS de Châlons également et j'interviens sur le pôle social senior, donc qui est le service social qui accompagne toutes les personnes de plus de 60 ans dans les problématiques qu'elles rencontrent au quotidien, donc principalement le maintien à domicile, la perte d'autonomie, l'accompagnement au niveau des démarches administratives, tout ce qui concerne le rôle des aidants également. Donc voilà, on est un guichet unique d'information sur tous vos droits et toutes les démarches qui peuvent être mises en place dans le cadre du maintien à domicile. Et donc je vais compléter les propos de ma collègue, puisque finalement le pôle social senior travaille régulièrement en lien avec des mandataires judiciaires, mais aussi en amont de la mise en place des mesures de protection. On est là pour renseigner les familles sur qu'est-ce que la mesure de protection et comment faire pour l'obtenir. Donc pour notre petite présentation, donc, nous allons vous donner dans un premier temps quelques informations préalables aux mesures de protection. Qu'est-ce qu'une mesure de protection? Pourquoi faire la demande? Quand faire la demande? Et comment faire la demande? Nous préciserons les différents types de mesures de protection, donc la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Nous ferons le point sur les différences entre les mesures exercées par la famille, par l'entourage et celles exercées par des professionnels. Nous aborderons les obligations du mandataire judiciaire, donc du tuteur ou du curateur, et le coût d'une mesure. Et puis, il y a également des mesures alternatives qui sont peut-être un peu moins connues, donc qui sont l'habilitation familiale et le mandat de protection future. Nous vous préciserons également ce que c'est. Bien évidemment, les personnes protégées ont des droits, donc nous aborderons cela. Et puis, nous terminerons par les idées reçues que le grand public généralement a concernant les mandataires judiciaires. Donc voilà. Si vous avez des questions à un moment donné de la conférence, vous n'hésitez pas à nous interrompre. Ça sera plus simple pour répondre au fur et à mesure. Et puis, il y aura un petit temps d'échange à la fin également si d'autres questions vous viennent. Donc, pour commencer, quelques informations préalables. Aujourd'hui, il y a entre 800 000 personnes et 1 million de personnes qui sont bénéficiaires d'une mesure de protection en France. Et d'ici 2040, on estime qu'il y aura environ 2 millions de personnes qui seront concernées par ça. La moyenne d'âge est de 60 ans. Et les mesures les plus prononcées, les plus attribuées sont les tutelles et curatelles. Et puis, dans le cadre de la mise en place d'une mesure de protection, finalement, un peu plus de la moitié sont attribuées, la gestion de la mesure est attribuée à un proche, donc à un membre de la famille ou à l'entourage. Alors, une mesure de protection, c'est bien sûr quelque chose qui est encadré par la loi, et donc ça permet à toute personne qui est dans l'impossibilité. Enfin, ça concerne toute personne qui est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Donc, toutes les personnes qui sont concernées par ça peuvent bénéficier d'une mesure de protection juridique. Donc ça, c'est le texte de loi. La mesure de protection, ça a pour objectif principal de protéger les personnes vulnérables. Voilà. Alors, pour que le juge des tutelles prononce une mesure de protection, il faut bien qu'il respecte 3 principes importants, qui sont le principe de nécessité,
Donc on parle de nécessité lorsque voilà, il faut bien que l'altération soit médicalement constatée. Il y a vraiment un besoin pour ça. Donc ensuite, il y a le principe de subsidiarité. Alors dans un couple marié, de par le mariage, on se doit assistance entre époux. Le juge ne va pas prononcer une mesure de protection quand le mariage va protéger dans le régime de marital pour que le mari ou la femme puisse faire un acte au nom de la personne en assistant la personne, son époux ou son épouse. Il n'y aura pas besoin de prononcer une mesure de protection. Et aussi va respecter le principe de proportionnalité. La proportionnalité, c'est le degré on va dire, de restriction d'une mesure de protection. Alors, il ne va pas prononcer une mesure de tutelle, alors qu'une sauvegarde de justice sera suffisante pour protéger un acte ou les actes que la personne doit passer. On va expliquer et on va un petit peu développer les propos. Donc, avant de bénéficier d'une mesure de protection, il faut la demander. Donc, comment ça se passe? C'est un formulaire, une requête, c'est un formulaire CERFA qui est à compléter, auquel il faut joindre un certificat médical circonstancié. Donc, c'est un certificat médical qui ne peut être rédigé que par un médecin expert agréé par le tribunal. Donc voilà, ça ne peut pas être votre médecin traitant ou un spécialiste qui vous suit, c'est forcément un médecin agréé par le tribunal qui figure sur une liste. Et une fois que voilà, le dossier est complété, que vous avez ce certificat médical, il faut déposer le dossier auprès du tribunal judiciaire de votre secteur d'habitation. Et puis donc votre dossier va être traité par les services concernés et vous serez reçu par le juge des tutelles en audience qui prendra le temps d'échanger avec vous, donc la personne à protéger, mais aussi avec son entourage, la personne qui a demandé cette mesure de protection. Le but, c'est de comprendre les difficultés de la personne et d'adapter, de mettre en place la mesure la plus adaptée à la situation. Le juge se base sur le certificat médical et aussi sur l'entretien que vous allez avoir avec lui. Voilà ce qu'on peut vous dire. Alors, qui peut demander une mesure de protection? Donc, la personne elle-même, vous-même pouvez demander une mesure de protection pour vous-même. C'est possible si vous constatez que ça devient de plus en plus difficile pour vous à gérer et que vous avez besoin d'être accompagné. Le conjoint, la personne qui vit avec la personne à protéger peut faire la demande. Ça peut être un parent ou un allié, donc vos enfants, ou vous pour vos enfants. Et une personne qui entretient des liens étroits et stables avec vous. La personne aussi qui exerce déjà la mesure de protection peut redemander l'aggravation de la mesure de protection. C'est-à-dire que si vous êtes sous mesure de protection et que votre état de santé se dégrade, on peut demander le renforcement de la mesure, passer d'une curatelle à une tutelle par exemple. Les professionnels, les médecins, les assistantes sociales, les directeurs d'établissements, par exemple, directeurs d'EHPAD ou de foyers d'accueil pour personnes handicapées, ne peuvent pas passer par ce biais-là, remplir la requête et la déposer auprès du juge. Nous devons automatiquement faire un signalement auprès du procureur de la République et c'est lui qui transmettra la demande au juge des tutelles. Le délai. Oui, le délai, oui. Okay. On va l'évoquer après, les délais de traitement au tribunal. On va en parler. Ah oui, là, par rapport à l'assistance, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure par rapport à la subsidiarité. J'ai donné l'exemple du couple. Et dans le cadre du couple, il faut qu'il y ait un mariage. C'est le mariage qui va vous donner cette légitimité. Ah bon, le Pacs, je ne sais pas. Aussi, je pense qu'il doit y avoir... Je ne sais pas. Là, pour le coup, là, c'est ce que je vous disais. S'il n'y a pas de mesure de protection, le juge ne prononcera pas une mesure alors qu'il y a un autre système de protection légal existant. Voilà.
non, là c'est pas, vous ne pourrez pas assister une personne si vous n'avez pas la légitimité, que ce soit par le biais du mariage ou par le biais d'une mesure de protection. Voilà. Dans des actes de la vie importants, importants de la vie civile. Voilà. Ma collègue Charlotte Millon vous a jusqu'à là expliqué un petit peu tout ce qui est préalable à la mesure de protection. Et à partir de là, c'est moi qui va vous expliquer une fois, alors, quand la mesure est prononcée, qui va être désigné pour l'exercice de cette mesure par le juge des tutelles. Alors, soit, dans un premier cas, la personne a désigné à l'avance par le biais d'un mandat de protection future, c'est-à-dire que la personne a pris déjà bien avant les dispositions pour nommer dans le futur la personne qui va exercer la protection. On en parlera après. Soit c'est la famille, soit le conjoint ou le partenaire d'un PACS peut, ou le concubin peut exercer la mesure de protection, soit ça peut être les enfants vers le parent, enfin les enfants vont protéger les parents, ou les parents vont protéger les enfants majeurs. Ou alors, si la famille, si le juge estime qu'il n'y a pas de famille ou que la famille ne peut pas le faire, il va désigner donc un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Alors à Châlons, je vais vous donner quelques exemples que vous connaissez peut-être. Ça va être l'UDAF, ça va être la T10 51, donc ça va être le CCAS. Ça peut être aussi en milieu hospitalier. Ils ont aussi un service des tutelles, mais plus au niveau de l'EPSM. Et autrement, il y a aussi des mandataires privés, c'est-à-dire qu'ils exercent à titre individuel. Voilà. Donc, les différentes mesures de protection. Donc, nous allons aborder la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. C'est un petit peu rangé par degré de force, on va dire, et de durée. Alors, la sauvegarde de justice, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est une mesure qui est urgente et temporaire et qui permet de protéger lorsqu'il y a un risque, c'est-à-dire une personne qui, par les troubles cognitifs ou le handicap, va faire des actes, est en train de faire des actes. Le juge n'a pas encore eu le temps de prononcer une mesure de protection. Pour préserver et protéger les intérêts de la personne et le patrimoine, va prononcer cette mesure de sauvegarde, qui est une mesure temporaire. Donc la sauvegarde va être décidée pendant la durée de l'instance, parce qu'il faut savoir que, alors, quand on dépose un dossier au tribunal pour une mesure de protection, ça peut prendre jusqu'à 1 an. Le juge, il a jusqu'à 1 an pour prendre une décision. Donc, lorsqu'il y a urgence, il va, sans avoir eu le temps de rencontrer la famille, de rencontrer la personne ou d'enquêter un petit peu autour de la personne, va prendre cette décision, cette mesure de sauvegarde de justice. Et il y a aussi la sauvegarde de justice avec mandat spécial, dans laquelle il sera bien noté quels sont les actes pour lesquels le mandataire va intervenir. Si l'acte n'est pas noté dans le mandat, le mandataire n'a pas à intervenir. Et il y a aussi les sauvegardes de justice médicale. C'est à l'origine du rapport du médecin que la sauvegarde va se mettre en place. Donc les effets de la sauvegarde, c'est ce que je disais, donc ce sont des actes qui seront détaillés dans le mandat, et il y a aussi la possibilité pour le mandataire de revenir sur des actes qui auraient été passés par la personne protégée alors qu'on avait déjà connaissance du trouble. Donc on peut venir annuler ou restreindre certains actes qui sont passés jusqu'à 2 ans avant la mesure de sauvegarde. Donc la mesure de curatelle, je pense que vous en avez entendu parler, c'est un peu une mesure assez courante. C'est la grande différence avec la tutelle. Là, en curatelle, on est dans l'assistance. Donc la personne protégée ne peut pas agir seule, elle va agir avec l'assistance de son mandataire dans les actes de la vie civile. Alors, elle gardera l'autonomie
pour les actes d'administration. Donc, ce sont les actes qui n'entraînent pas de patrimoine. C'est-à-dire que faire une carte d'identité, déclarer ses impôts, et encore, par les impôts, parfois, ça peut entraîner du patrimoine quand ce n'est pas bien fait. Mais il y a certains actes que la personne elle peut faire seule. Par contre, il y aura besoin de l'assistance du curateur pour les actes des dispositions. Les actes des dispositions sont aussi bien détaillés, ce sont les actes qui entraînent du patrimoine. Donc ça va être placer de l'argent en épargne, rompre une assurance vie, enfin voilà, ces genres d'actes. Lorsqu'il y a un désaccord entre la personne protégée et son mandataire, ça arrive, nous sollicitons l'intervention du juge de tutelle qui, lui, devra trancher, c'est son devoir. Donc le juge peut être sollicité aussi bien par la personne protégée que par le mandataire. Et pour certains actes, seuls, nous ne pouvons pas le faire sans l'autorisation du juge de tutelle. Par exemple, la vente de la maison, de la résidence principale. Nous avons forcément besoin de l'autorisation du juge de tutelle pour faire cet acte-là. Donc la curatelle a différents niveaux. Donc il y a la curatelle simple. La curatelle simple permet à la personne protégée de gérer seule son compte courant, ses rentrées d'argent et ses dépenses, mais sera assistée pour la gestion du patrimoine, pour les actes de disposition et pour les comptes d'épargne. La curatelle renforcée, c'est la plus commune. Et la curatelle aménagée, il y aura un petit peu comme dans le cas de la sauvegarde, les actes seront bien énumérés dans le mandat. On ne pourra pas faire si ce n'est pas noté dans le mandat. Puis on arrive donc à la tutelle, c'est la mesure la plus forte. Et là, pour le coup, on est en représentation et pas en assistance. Donc, on agit à la place de la personne. Donc, on est dans les actes de la vie courante. On va faire à la place de la personne. Pour les actes d'administration dont on parlait tout à l'heure, donc c'est les mandataires qui vont pouvoir faire seuls. Pour les actes des dispositions, là, pour le coup, nous avons besoin de l'accord du juge de tutelle. Dans les mêmes exemples que tout à l'heure, ouvrir un compte ou alors débloquer de l'argent pour telle ou telle dépense. Les grosses dépenses importantes, nous avons besoin de l'accord du juge de tutelle. Voilà. Par contre, la personne protégée va garder sa capacité pour certains actes, comme par exemple choisir son lieu de vie, le droit de vote, on en parlera tout à l'heure aussi, le mariage, maintenant depuis 2019, à la réglementation de 2019, le mandataire n'a plus son mot à dire par rapport au mariage de la personne sous tutelle. La personne sous tutelle peut se marier sans l'accord du mandataire. Faire un testament auprès d'un notaire, il n'aura plus non plus besoin de l'accord du juge de tutelle, à condition qu'il soit en capacité. Donc, ce qu'on disait, c'est que si la personne n'est pas en capacité de faire ses actes seule, tout simplement, ils ne seront pas faits. Alors, le coût de la mesure de protection. Lorsque la mesure de protection est exercée par un membre de la famille, la mesure sera gratuite. La personne ne sera pas rémunérée. Lorsque c'est un professionnel, un MJPM professionnel, il y aura une participation financière de la personne protégée en fonction de ses revenus et de son patrimoine. Il y a une formule qui est réglementaire, c'est bien respecté, il y a un barème. Donc que ce soit l'UDAF, le CCAS ou un mandataire privé, ça sera la même règle qui sera appliquée. Pour information, les personnes qui ont vraiment très peu de patrimoine ou qui ont un revenu inférieur à l'équivalent de l'allocation adulte handicapé ne paieront rien, ne participeront pas à la mesure de protection. Et après, c'est progressif. C'est un petit peu comme les systèmes des impôts. Merci. Lorsqu'une mesure de protection est prononcée, et surtout dans les premiers mois, le juge des tutelles nous demande, nous avons des obligations, il nous demande de rendre certains devoirs, on va dire. Et ça sera les mêmes obligations que ce soit un mandataire professionnel ou un mandataire, un membre de la famille. Donc la mesure de protection doit être notifiée à l'ensemble d'organismes, organismes de retraite, sécurité sociale, les impôts, les banques. Voilà, la mesure doit être, les organismes doivent être informés pour qu'ils puissent agir en fonction de ça.
Le fonctionnement bancaire sera mis en place avec la personne protégée. Alors, de préférence, on essaye, si possible, de maintenir les banques existantes, tout ce qui existe déjà. On n'a pas intérêt à changer, à chambouler tout le fonctionnement. Il n'y a pas de raison, sauf s'il y a un gros problème. Mais en principe, on garde les comptes existants. Un inventaire de patrimoine qui doit être réalisé dans les 3 mois pour tout ce qui est bien meuble et dans les 6 mois pour tout ce qui est bien immobilier. Et un compte rendu annuel, donc ça c'est tout le long de la mesure, tout le temps que la mesure est en vigueur, nous devons rendre compte au juge des tutelles 1 fois par an de toutes nos dépenses, toutes nos entrées sorties d'argent. Voilà, maintenant on arrive aux mesures alternatives. Donc les mesures alternatives, notamment l'habilitation familiale qui existe depuis 2016. C'est une mesure qui est venue assouplir un petit peu ces mesures qui sont assez contraignantes en termes de procédure, par exemple, et qui permettent, notamment dans le cadre familial, de représenter ou assister un enfant ou un parent. Donc, c'est forcément exercé par un proche. Et il y a aussi 2 niveaux. Il y a l'assistance et la représentation. Ou alors, c'est l'habilitation familiale spéciale où il y aura des actes qui seront énumérés. Donc, pour ça, il faut quand même qu'il y ait une bonne entente familiale. Hein. Le juge ne prononcera jamais une habilitation familiale si les 2 parents ne s'entendent pas pour un enfant. Voilà. La différence avec une mesure classique, c'est qu'il y aura une absence d'inventaire à faire, une absence de compte annuel de gestion, il n'y aura pas des comptes à rendre, et une souplesse aussi dans le régime des actes qui sont soumis à l'autorisation du juge. Il y aura moins d'obligations de demander au juge pour certains actes. Ensuite, on passe au mandat de protection future. Alors, le mandat de protection future permet à une personne de désigner par anticipation un tiers qui sera chargé de la représenter à partir du moment où elle ne sera plus en capacité de gérer seule ses affaires. Donc il ne s'agit pas là d'une mesure de protection juridique prononcée, c'est un contrat qui va être officialisé auprès d'un notaire ou établi sous seing privé. Alors établi sous seing privé, il y a un CERFA, un document CERFA, qui se fera donc avec 2 témoins et ça sera enregistré au niveau de la recette des impôts. Voilà, cette mesure, elle se mettra en place quand l'altération sera médicalement constatée. Voilà, c'est pour plus tard, pour pouvoir choisir son mandataire. Évidemment, le mandataire choisi doit être d'accord dans ce contrat. Elle doit aussi signer le contrat. Donc, ça peut être souscrit pour soi-même ou pour autrui. Alors, uniquement dans les cas des enfants mineurs ou les enfants majeurs porteurs de handicap. Le mandataire agira ensuite comme un tuteur une fois que la mesure sera mise en place, que l'altération sera médicalement constatée. Le mandataire va agir comme le tuteur et représenter les intérêts de la personne. Il s'agit donc, le contrôle sera fait non pas par le juge de tutelle, mais par le notaire. Donc il y aura l'inventaire des patrimoines, des comptes annuels des gestions aussi. Donc quand c'est pour soi, quand le mandat de protection future se fait pour soi, se met en place lorsque le médecin constate l'altération et pourra permettre de respecter la volonté de la personne. Donc son patrimoine, son maintien à domicile, le respect des habitudes, souhaits en matière de santé. Et quand c'est pour autrui, je vous disais, c'est pour les enfants qui sont porteurs de handicap. Quand les parents ne seront plus en mesure de veiller sur lui. Donc là, cette fois, c'est les parents qui ne seront plus en capacité de s'occuper de leur fils ou leur fille. Alors, la durée de mesure de protection. Donc, c'est forcément une durée limitée, mais qui peut être renouvelable. Donc, dans le cas d'une sauvegarde de justice, il faut savoir que c'est maximum 1 an, mais qui peut être renouvelé. Mais ce n'est pas une mesure qui a vocation à durer dans le temps. Donc, c'est temporaire. Dans le cadre d'une tutelle ou d'une curatelle, on est sur un principe de 5 ans en premier lieu. Cette mesure peut être renouvelée pour 5 ans ou plus,
en fonction de la situation médicale de la personne. Si l'altération des facultés personnelles n'est pas susceptible de s'améliorer selon les données acquises par la science, le juge peut prononcer une mesure jusqu'à 20 ans. Parce que ce n'est pas la peine de se voir tous les 5 ans si la personne n'est plus en capacité de s'améliorer. Voilà. Pour l'habilitation familiale, on part sur un principe des 10 ans et dans le même cadre que pour la curatelle et la tutelle, il peut y avoir une exception de 20 ans. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais peut-être un peu vite. On verra après pour les questions. Pour le mandat de protection future pour soi, ça se met en place lorsqu'un médecin constate l'altération. C'est ça. Est-ce qu'on est obligé d'être d'accord? Est-ce que le patient est obligé d'être d'accord? Vous avez demandé à ce qu'on vous protège le jour où vous n'êtes plus en capacité de vous protéger vous-même. Le médecin constate que ces jours-là est venu, vous n'allez pas pouvoir annuler ces mandats. Après, le mandat de protection future peut aussi se transformer en tutelle ou curatelle. Et là, on en parlera au tribunal avec les juges des tutelles, qui dira si... au final, c'est quand même les juges qui décidera dans ce cas-là. Hein? Voilà. Alors, on a les actes qui sont strictement personnels. Pour le coup, dans ces actes-là, le mandataire n'aura pas son mot à dire. La personne, elle est autonome. Donc, c'est bien, par exemple, la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale, la déclaration du choix ou changement de nom de l'enfant, consentement donné à sa propre adoption ou celle de son enfant. Donc là, la personne va agir toute seule. Et comme tout à l'heure, si la personne n'est pas en capacité ou ne peut pas accomplir ces actes-là, ils ne seront tout simplement pas réalisés. Une autorité parentale, si la personne n'est pas capable de l'exercer, ce n'est pas le mandataire qui viendra prendre les rênes à la place. Voilà. Alors donc les actes, là ça va, les actes personnels, ça va surtout faire un rappel par rapport à la santé, surtout. Donc lorsque l'état de santé de la personne protégée ne lui permet pas de prendre une décision personnelle éclairée, le juge peut prévoir dès l'ordonnance de mise sous protection qu'elle va bénéficier de l'assistance aux représentations de la personne chargée de sa protection. On va dire qu'en général, la personne va décider pour elle-même dans tout ce qui concerne la santé. Quand son état de santé, enfin son état, on va dire mental, ne permet pas de décider pour elle-même, le juge peut donc demander une protection à la personne. Donc, dans le cadre de la santé, donc, la personne va décider toute seule à partir du moment où son état le permet. En curatelle et habilitation en assistance, la personne prendra seule les décisions concernant les actes médicaux. Et en tutelle et en habilitation de représentation, les consentements de la personne sera systématiquement recherché. Nous avons besoin de savoir si la personne est d'accord avec l'acte que le médecin vient de lui expliquer ou va lui apporter. Donc, alors, nous avons la signature en tant que mandataire. Nous allons devoir signer, mais une fois qu'on aura recueilli le consentement de la personne. Ça, c'est notre devoir de protection. Le juge des tutelles va, lui, être sollicité pour les actes médicaux portant gravement atteinte à l'intégrité corporelle. Donc tout à l'heure, j'avais donné l'exemple de l'amputation, mais ça va être aussi sur la fin de vie. Forcément, là, s'il n'y a rien de prévu par la personne elle-même, ça sera le juge des tutelles qui devra décider. Voilà, on arrive maintenant à nos idées reçues, questions-réponses. Donc je passe le micro à Charlotte. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient d'être dit pour le moment ou pas du tout? Oui. Bonjour, j'ai cru comprendre tout à l'heure que vous disiez que quelqu'un sous tutelle avait encore le choix de son lieu de vie. Et j'avais l'impression que, j'étais dans la santé, on attendait de mettre quelqu'un, par exemple quelqu'un qui on jugeait nécessaire de mettre en EHPAD et qui voulait rester à la maison. J'avais l'impression qu'on attendait que cette personne-là soit sous tutelle pour décider à sa place, pour qu'elle puisse aller en EHPAD. Alors, effectivement, il y a un petit peu un amalgame là-dessus. La personne va choisir son lieu de vie. Ça, c'est le principe de loi.
Bien souvent, on attend que la personne soit sous tutelle parce que c'est le mandataire qui va signer à sa place. Donc, au final, notre signature va être celle qui va déterminer si oui ou non elle va rentrer, mais c'est elle qui va choisir de rentrer ou pas. Moi, je me suis déjà vue dans une situation où donc il y avait besoin d'un placement en EHPAD parce que la personne se mettait en danger. Elle ne voulait pas aller en EHPAD. La mesure de tutelle était pourtant prononcée. J'ai donc sollicité le juge de tutelle qui a lui fait donc une ordonnance dans laquelle il demandait à ce que la personne soit placée, mais il a quand même rajouté à condition qu'elle en soit d'accord. Et pour le coup, cette dame-là, elle est restée chez elle. Et elle est décédée chez elle. Alors bon, après, c'est tout, mais on ne peut pas imposer, c'est son lieu de vie, c'est son choix. Le mandataire va devoir tout mettre en place pour mettre des garde-fous, pour protéger, tout en respectant son choix de vie. Voilà. D'autres questions ? Oui. Oui, je voulais vous demander, j'avais entendu dire que le mandataire, que la tutelle s'arrête au moment du décès de la personne. Donc, c'est à la famille de s'occuper des obsèques ou de décider des obsèques, ou est-ce que c'est le mandataire aussi ? Alors, c'est absolument ça. Hein. C'est le jour, notre mandat s'arrête le jour du décès, à l'instant même où la personne décède. Évidemment, nous avons encore beaucoup de choses à faire après, mais on ne s'occupe absolument pas vous parlez des obsèques. C'est à la famille de s'occuper des obsèques. C'est pas du tout au mandataire. Bien souvent, nous, on incite nos personnes protégées à anticiper aussi les obsèques et prévoir pour soi-même. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire, un contrat obsèques, voilà. Donc, mais nous n'avons plus le pouvoir de payer ni de décider. La personne n'est plus là, nous ne sommes plus habilités à faire à sa place. Donc, évidemment, nous allons faire encore un tas de documents administratifs. Nous allons informer tous les organismes du décès. Nous allons donner toutes les informations au notaire qui aura été chargé de la succession pour qu'il puisse régler la succession. Nous allons apporter toutes les informations pour que ça puisse se faire correctement. Alors, quand il n'y a pas de famille, c'est déjà arrivé qu'on soit obligé au moins de choisir les pompes funèbres. Et puis après, il y a des choses qui sont prévues, c'est-à-dire que je ne sais plus si aujourd'hui c'est 5 000 € qui peuvent être débloqués du compte de la personne protégée pour, je crois que c'est un peu plus que 5 000, mais je n'ai plus le montant exact, pour pouvoir payer les obsèques de la personne décédée qui n'a pas de famille. Même quand il y a une famille. Hein, voilà. Mais oui. D'autres questions ? Alors là, c'est compliqué. Pour le coup, c'est pas le mandataire qui va gérer l'association. Il faut que ce soit après. Après, il y a une assemblée générale. Il faut peut-être aussi au sein de l'association de voir la légitimité qu'il y a cette personne-là à continuer à exercer cette fonction, alors que dans la vie privée, elle n'a pas. C'est un problème. Ça nous arrive aussi d'avoir des personnes qui ont des entreprises. Je ne sais pas si c'est plus simple. Peut-être que vous êtes dans ce cas-là, dans le cas d'une association, et c'est un petit peu compliqué, oui. Bon. Je n'ai pas trop de réponses à vous apporter. Mais en tout cas, ce n'est pas le mandataire qui interviendra. Qui est incapable et capable de mettre le feu. Elle ne vit pas toute seule dans sa maison, elle vit dans un collectif. Le feu, je dirais que c'est grave, quoi. Vous voulez dire quel est le rôle du mandataire dans ce cas-là ? Alors, si une personne qui est sous protection et qui habite dans un immeuble et qui est capable de mettre le feu, alors, comme je vous disais tout à l'heure, le mandataire, il est censé prévoir la protection de la personne. Donc,
on va tout mettre en place pour essayer une personne qui a une maladie, un trouble, on va éviter, par exemple, on va retirer le système de gazinière pour mettre des cuisinières électriques, des choses comme ça. Mais on ne pourra pas, on n'a pas de baguette magique, hein, on ne pourra pas résoudre tous les problèmes. On ne pourra pas protéger plus que... On ne peut pas tout faire. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Mais... Le mandataire va sécuriser au maximum le domicile en retirant tout ce qui peut effectivement poser problème. Une gazinière, c'est souvent ça en tête de liste, mais c'est sûr que si la personne elle est toute seule dans son logement et voilà qu'elle arrive à faire des choses qui la mettent en danger dans son logement, ou voilà, se posera peut-être la question du lieu de vie à un moment donné, mais oui, le mandataire n'a pas de baguette magique et n'aura pas de solution à tout. Après, il va essayer de limiter au maximum les risques. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'une personne sous tutelle ou même curatelle est pénalement responsable. C'est-à-dire que nous, le mandataire, on va venir nous demander ce qu'on a mis en place pour éviter telle ou telle chose, mais la responsabilité pénale sera unique à la personne. Le mandataire n'aura rien à voir. Mais on recherchera quand même une responsabilité. Dans ce cas-là, est-ce que le mandataire ne peut pas faire un signalement de danger ? Oui, tout à fait. On a même le devoir de le faire. Une personne parce que c'est un danger public, hein, donc évidemment que nous allons pouvoir informer les autorités compétentes, que ce soit peut-être le préfet, le procureur, la police, pour dire il y a une personne dangereuse qui est en train de faire un pyromane ou je ne sais pas quoi, qui est en train de mettre feu ou qui est en train de... Mais au même titre qu'un voisin, au même titre qu'un enfant, au même titre qu'un parent. Juste éviter une situation de danger. D'autres questions ? Alors, on va passer aux questions-réponses, aux idées reçues. Donc il y a souvent beaucoup d'idées reçues concernant les mandataires judiciaires. La numéro 1, vous prenez la place des familles. Donc la réponse est évidemment non. La priorité est toujours donnée aux proches. Donc le mandataire ne choisit pas le majeur qu'il va protéger, mais si le majeur protégé souhaite intégrer sa famille dans sa vie quotidienne, dans les décisions, il peut tout à fait en tenir compte, associer la famille. Voilà. Bien évidemment, si dans le contexte familial, un parent qui est sous mesure de protection et les enfants sont en désaccord pour une décision à prendre, le mandataire va se référer uniquement au bien à ce qui sera le mieux pour la personne, du coup. L'idée reçue numéro 2, le mandataire peut tout faire sans contrôle. Donc là encore, c'est faux, puisque le rôle du mandataire judiciaire est strictement encadré par la loi. Son rôle est contrôlé par le juge. Comme on vous le disait tout à l'heure, il y a un compte-rendu de gestion à rendre annuellement au juge. Et puis, les structures qui portent des services de mandataire judiciaire sont elles-mêmes contrôlées pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus et que, que tout fonctionne bien. La personne protégée ne peut plus rien faire elle-même. Donc ça, c'est faux également. Elle est toujours associée aux décisions à prendre, que la personne soit sous curatelle ou sous tutelle. On lui demande son avis. Donc voilà. Est-ce que le mandataire ne se soucie que de l'argent et jamais du reste ? Là encore, c'est faux. Le mandataire tient compte des intérêts et des aspirations de la personne, de ce que la personne souhaite pour elle-même. Voilà, elle va essayer de faire, le mandataire va essayer de faire au mieux pour l'aider à accéder à ses droits, à ses obligations. Il y a un document aussi qui s'appelle le DIPM, qui est les documents individuels de la protection du majeur, dans lequel on va justement, mandataire et personnes protégées, définir des objectifs pour tendre vers les mêmes choses, pour pas aller pour aller main dans la main et avancer
toujours dans l'intérêt de la personne protégée. La personne protégée est toujours au centre de du dispositif. Ensuite, c'est tout est compliqué et trop long avec vous. Donc là encore, c'est faux. La loi prévoit des procédures donc pour garantir l'accès aux droits de la personne à protéger. Comme le mandataire l'accompagne dans les démarches, voilà, il y a des délais pour certaines démarches, pour certains dossiers, pour obtenir certaines aides. Donc voilà, le mandataire s'adapte aux démarches qui sont aux délais qui sont les mêmes pour tout à chacun. Donc voilà. Est-ce que c'est au mandataire de régler tous les problèmes ? Donc bien évidemment que non, le mandataire ne peut pas tout faire, il n'a pas de baguette magique, comme on disait tout à l'heure. Il ne peut pas non plus aller contre la volonté de la personne à protéger, il ne peut pas la contraindre dans son lieu de vie, comme on disait, ou dans ses différents choix du quotidien. Voilà, le mandataire tient compte de la vie de la personne et essaye, si c'est possible, de solliciter également la famille quand cela est possible. Est-ce que la personne avec le mandataire judiciaire, la personne à protéger, n'a plus le droit de voter? Donc c'est faux également, comme on l'a dit tout à l'heure. Depuis la loi de 2019, la personne protégée peut tout à fait voter et on s'assurera que si c'est son choix, elle puisse se déplacer dans son bureau de vote. Une autre idée reçue, les mandataires volent les personnes protégées. Bien évidemment que non, c'est faux, puisque le mandataire a pour mission de protéger le patrimoine, les biens de la personne. Il prête serment, comme ma collègue l'a dit. Pour être mandataire judiciaire, il faut prêter serment. Et puis, comme on l'a déjà évoqué, il y a des contrôles tous les ans de la part du juge et du greffier ou de la greffière. Et les structures porteuses de ces services-là sont aussi contrôlées. À cause du mandataire judiciaire, la personne protégée n'a plus d'argent pour vivre. Donc là encore, c'est faux, puisque le mandataire s'assure de donner à la personne protégée les moyens de vivre dans son quotidien avec tout ce qu'il faut. Il y a un budget qui est établi avec la personne à protéger et puis l'argent restant est donné à la personne pour ses achats personnels. Il y a un rythme qui est établi, si c'est mensuellement, si c'est par semaine. Donc voilà, si effectivement la mesure de protection s'est mise en place parce qu'il y a eu... Il y a une personne qui s'est fait avoir à de multiples reprises par des démarcheurs et qui ne s'en rend pas compte, et que évidemment il y a un impact financier, des dettes, etc. Le mandataire va aussi s'adapter à ça et voilà, protéger et délivrera l'argent restant pour que les dettes soient payées. Et l'idée reçue numéro 10, le mandataire judiciaire n'est jamais joignable. Donc là encore, c'est faux. Évidemment, si c'est un membre de la famille qui gère la mesure, les horaires d'accompagnement, de disponibilité sont plus souples que si c'est un mandataire rattaché à une association ou un mandataire à son compte. Comme disait ma collègue, donc, lors de l'ouverture de la mesure, il y a le document individuel à la protection des majeurs qui est remis à la personne protégée. Et les horaires d'ouverture du service sont indiqués avec les coordonnées du mandataire. Donc voilà, la personne peut joindre son mandataire dans ce cadre-là. Voilà. Voilà pour les idées reçues. Juste dire par rapport à cette notion d'urgence, il est noté que, comme tout citoyen, la personne protégée peut appeler les services d'urgence en cas de nécessité, médecin, pompier, hôpital. C'est ça les urgences, c'est quand la vie est en danger. C'est pas le mandataire qui va venir sauver la vie du majeur protégé. Là, on est sur autre chose. Donc, certaines situations attendront bien lundi pour que la chose soit gérée. Voilà. Avez-vous des questions ? On va demander à notre hiérarchie, mais je pense que c'est possible. Oui, je pense que c'est possible. Oui, c'est possible, je pense. On prendra votre mail et puis on va vous l'envoyer. D'autres questions ? Est-ce qu'il existe un document
gouvernement permettant de voir toutes ces mesures de protection. Oui, vous allez retrouver ça dans le site du gouvernement. Vous tapez mesures de protection et vous allez avoir les informations sur Internet. C'est possible. Bon, il n'y aura pas ce diaporama, mais Ah ben si vous voulez, vous me donnerez l'adresse mail. Ceux qui sont intéressés, on a l'adresse mail et puis on vous envoie le diaporama. Le formulaire de requête, on en a quelques exemplaires ici, il est disponible donc en ligne effectivement sur le site du gouvernement, et à ça est joint la notice explicative de comment compléter ce formulaire, mais aussi qu'est-ce qu'une mesure de protection, qu'est-ce que la tutelle, la curatelle, etc. La notice relate tout ça. Et pour la liste des médecins experts, il faut s'adresser au tribunal judiciaire de son lieu d'habitation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Du lieu d'habitation de la personne protégée, effectivement, oui, oui. Mmh. C'est .gouv.fr. C'est celui qui se termine par point. On va vous dire ça aussi. Il faut, en fait, si vous tapez dans votre barre de recherche mesures de protection juridique ou formulaire, le premier site qui sort, c'est celui du gouvernement. Vous retrouvez donc le ministère de la Justice. Là, c'est le CERFA, le CERFA 15 891. Donc voilà, c'est la requête, mais ce n'est qu'un modèle. Hein. Je pense que même vous pouvez faire une requête sur papier libre. Vous n'êtes pas obligé de passer par le CERFA.